Je suis très heureux que Jean Bérard, qui est un expert de ces questions d'équations Fischer-Bruité, ait accepté de venir de Strasbourg pour nous parler donc de résultats mathématiques qui ont été obtenus au cours des 10-15 dernières années sur ce sujet. Donc je lui donne la parole. Merci. Bien, tout d'abord, merci. Merci beaucoup à Bernard Derrida pour cette invitation et cette opportunité effectivement de revenir finalement sur les développements de ce sujet sur une période une grosse dizaine d'années. Voilà. Donc, je reviendrai rapidement sur les définitions des objets qu'on manipule, même s'ils ont été présentés tout à l'heure et représentés, que sont alors, le NBBM, donc le mouvement brownien branchant avec sélection pour population de taille n, donc l'équation de FKPP bruité, et puis je parlerai également, il y a une petite nuance, de n marche aléatoire branchante, ce qui est un modèle qui est tout à fait voisin du NBBM, mais avec aussi, qui s'en distingue aussi un petit peu quand on cherche à le définir de manière exacte et à formuler les résultats. Donc je ferai une petite liste disons, de ce qui constitue en gros le point de départ, ou au moins la motivation essentielle des résultats mathématiques qui seront présentés après, et qui sont donc côté de la physique théorique et d'une série de travaux effectués principalement par Bernard Derrida et différents co-auteurs que je citerai. Et puis ensuite, j'entrerai dans le détail, disons, des résultats mathématiques concernés. Voilà. Alors, juste pour redonner les définitions des objets de base qu'on étudie, donc là, alors, N marche aléatoire branchante, qui sera abrégé par son acronyme anglais, N Branching Random Walk, c'est donc un modèle de branchement sélection, pour le coup en temps discret, ce qui signifie qu'on a des générations qui se succèdent, génération 0, génération 1, génération 2, etc. Donc pour nous, la population à une date donnée, donc dans une génération donnée, c'est un n-uplet de nombres réels qu'on notera comme ceci, donc xt1, xt2, etc., xtn, pour noter qu'il y a n individus. Cette population évolue en alternant donc des étapes de branchement et des étapes de sélection. Donc l'étape de branchement, dans le cas, disons, le plus simple, qui est le cas déterministe binaire, consiste à dire que donc, un individu de la génération numérotée donne lieu à deux individus candidats à être dans la génération suivante, et dont les positions sont simplement obtenues en appliquant à la position de l'individu parent un décalage, comme ceci. Et alors, on fait des hypothèses sur disons, les lois de probabilité qui régissent ces décalages. Donc l'hypothèse la plus courante, qui justifie le fait qu'il s'agit d'un modèle de branchement, consiste à supposer que les déplacements, donc ici vus comme une paire de variables aléatoires, sont indépendants d'un individu de la population à la date t à l'autre, et suivent une même loi qui est, disons, une loi générique d'un couple de variables aléatoires se trouvant ici. Ensuite, l'étape de sélection consiste, comme ça avait été expliqué pendant le cours, à, disons, ne conserver que les n plus grandes valeurs, ou disons, géométriquement que les n individus dont les positions sont les plus à droite, parmi les enfants des individus de la population à la date t. Et ça nous donne la population à la date t plus 1. Donc ce mécanisme assure que finalement, en partant d'une population de n individus, on a fabriqué une population intermédiaire d'enfants qui comportait 2n individus, et puis on ne garde que les n les plus à droite, ou les n meilleurs, entre guillemets, ce qui fait qu'on récupère ensuite une population, une vraie population après sélection, disons, de taille n. Donc là, j'avais juste écrit cette diapo avec un mécanisme de branchement binaire, mais on peut tout à fait, et ça a un intérêt aussi, considérer un mécanisme de branchement complètement général, donc qui s'écrirait comme ça, c'est-à-dire qu'un individu quelconque de la génération numérotée va donner lieu à un certain nombre de descendants qui est a priori aléatoire. Donc ici, mt, ce serait le nombre aléatoire de descendants d'un individu donné de la génération à la date t. Et puis, donc, les positions ou les décalages appliqués à la position du parent pour former les positions des enfants sont elles-mêmes aléatoires. Donc si on met bout à bout ce jeu de déplacement aléatoire dont le nombre lui-même est aléatoire, on peut supposer simplement qu'il s'agit d'un processus ponctuel extrêmement général. Voilà.
Donc ça définit ce que serait la N marche aléatoire branchante, en gros dans sa version générale. Alors j'ai juste ajouté quelques petites simulations pour, là encore, refixer les définitions précises. Donc ici, on aurait une N marche aléatoire branchante avec 4 individus. Donc on part de 4 positions à la génération de 0. Et puis chacun de ces individus donne lieu à 2 descendants. Ici, c'est le cas binaire qui est illustré ici. Et parmi ces 4 fois 2 égale 8 descendants, on va éliminer les 4 qui se trouvent le plus bas et puis garder les 4 qui se trouvent le plus haut, qui vont ensuite répéter ce processus en ayant à chaque fois 2 descendants partout. Donc on voit que les individus qui sont situés plutôt dans le haut ont tendance à avoir des descendants qui survivent plus souvent que les individus qui se trouvent au départ en bas. Voilà. Et alors, j'ai juste illustré en pointillé en bleu ce que serait en quelque sorte l'évolution des individus s'il n'y avait pas cette étape de sélection. C'est-à-dire que si on ajoute ce qui se trouve en rouge et ce qui se trouve en bleu, on obtient simplement une vraie marche aléatoire branchante sans aucune sélection. C'est important de garder ça en tête parce qu'on compare très souvent les propriétés, disons, de cette N marche aléatoire branchante aux propriétés de la marche aléatoire branchante sans sélection, donc qui, pour le coup, a une population ici qui croît de manière exponentielle et dont le début est représenté en bleu ici. Voilà. Alors, donc le N mouvement brownien, finalement, moralement, est un modèle du même type, mais il diffère un petit peu dans les détails de la marche aléatoire branchante. Donc cette fois-ci, le temps n'est plus simplement formé de générations discrètes qui se succèdent, mais est vraiment continu. Donc on repère la population par des dates qui peuvent prendre toutes les valeurs réelles, disons, positives, et on a toujours à chaque date donc, n individus représentés par n nombres réels. Chaque individu pris isolément se déplace selon un mouvement brownien sur R, alors qu'on peut normaliser dans les détails essentiellement comme on veut. Dans le cas binaire, qui est pour le coup relativement naturel ici, le branchement consiste à dire que chaque individu va se dupliquer à un certain taux constant. Ce qui veut dire qu'en gros, pendant un petit intervalle de temps de durée dt, chaque individu, indépendamment des autres, a une probabilité, disons, lambda fois dt, de se dupliquer. Donc à la même place, on n'aura plus un individu, mais 2 individus. Voilà. Et l'étape de sélection, pour le coup, se produit en permanence. C'est-à-dire que lors d'un branchement, donc lorsque la population augmente a priori d'une unité, la particule de position minimale est éliminée. Alors ça veut dire 2 choses. Si l'individu qui a branché se trouve ailleurs qu'au minimum, il va vraiment y avoir 2 individus à sa place et l'individu de position minimale dans la population va être éliminé. Et si éventuellement le branchement survenait au niveau de l'individu de position minimale, disons, il ne se passe essentiellement rien. Voilà. Puisque instantanément, disons, l'individu se duplique et puis on enlève l'un des 2 descendants pour conserver une population dont la taille totale est égale à n. Donc on peut également considérer un mécanisme de branchement général. Voilà, alors ici, il n'y a plus de notion, disons, de décalage par rapport à la position d'origine, puisque quand un individu se duplique ou se triplique ou autre, ça se produit sans changement de la position. On a simplement davantage d'individus à la même position, mais on peut imaginer qu'en tout cas le nombre de descendants d'un individu lors d'un branchement peut être général. Donc on aura une certaine probabilité d'avoir 2, 3, 4, 5, 6, etc. descendants, pourquoi pas 0 descendants aussi, ce qui permet d'introduire des possibilités d'extinction, le tout étant multiplié par un taux de branchement global. Voilà. Donc du coup, il faut adapter après la définition de l'étape de sélection de manière à garantir que la population ait toujours une taille constante égale à n. Donc là encore, une petite illustration. Hein. Alors vous remarquerez que voilà, l'axe n'est pas le même. Je crois que tout à l'heure, l'axe du temps était de haut en bas. Ici, l'axe du temps sera plutôt de gauche à droite. Voilà. Du coup, donc ici, on parle encore de 4 individus, et puis chacun évolue selon des trajectoires browniennes représentées ici avec un certain pas de discrétisation. Donc on voit que là, la première chose qui survient, c'est un branchement qui a pour effet, donc le branchement survient ici. Voilà, donc la particule qui se trouvait ici devient 2 nouvelles particules qui se mettent à suivre un mouvement brownien, et par conséquent, instantanément, l'individu qui se trouvait ici est éliminé. Voilà. Puis ça se produit encore une fois ici. On voit que le branchement a dû survenir là, probablement, même si ça ne se voit pas tout de suite, puisque les positions restent très proches après un branchement. Là, on a encore un branchement. Là aussi. Là, on le voit assez clairement. Ça doit être ici qui se produit. Bon, etc. Et comme tout à l'heure, j'ai aussi représenté en pointillé et en bleu
disons, ce que sont les trajectoires des individus qui ont été éliminés, mais dont on peut imaginer qu'ils poursuivent quand même leur existence, disons, de manière à savoir quelles sont leurs positions. On constate notamment qu'il se peut tout à fait que, même ça va se produire au bout d'un moment, des individus qui ont pourtant été éliminés ici parce qu'ils n'étaient pas suffisamment hauts, en quelque sorte, et des descendants qui finissent par acquérir des positions supérieures à ce qu'est le maximum de ce qui se trouve dans la population pourtant sélectionnée. La sélection, elle se fait vraiment instant par instant et ne préjuge pas de ce qui se passera plus tard. Voilà. Donc ça, c'était pour définir de manière un tout petit peu formelle le mouvement brownien branchant à n particules. Alors un autre modèle qui a été également rappelé et présenté tout à l'heure dans le cours, c'est le modèle, que ce soit du mouvement brownien branchant ou de la marche aléatoire branchante, avec une barrière linéaire, ou avec un mur, disons, qui se déplace. Donc là encore, je me contente de lire, disons, les notations que j'essaierai de conserver. Donc les étapes de branchement sont vraiment identiques à ce qu'elles étaient dans le cas décrit auparavant. Ce qui change, c'est la sélection, c'est-à-dire que, en gros, dès qu'un individu, à une certaine date, se trouve avoir une position qui est en dessous de cette barrière linéaire, donc qui part d'une position à la date t égale 0 qu'on précise comme étant x et qui évolue avec une certaine pente v, eh bien cet individu est éliminé. Donc la différence, pas la seule, mais une différence par rapport au mécanisme de sélection, disons n marche aléatoire branchante ou n mouvement brownien, est que la taille de la population n'est pas fixée, que la population peut éventuellement croître ou éventuellement s'éteindre, même dans certains cas. Une fois qu'on arrive à 0 individu sélectionné, la population est éteinte de manière irréversible. Voilà, donc là encore, oups, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc ici, donc on a une marche aléatoire branchante avec frontière linéaire issue, pour simplifier, d'un seul individu au départ. Donc, au début, les positions sont au-dessus de la barrière linéaire, donc on a affaire à une croissance, disons, exponentielle ici, avec une multiplication par 2 à chaque étape. Et puis ici, on commence à sentir l'effet de la sélection avec une barrière. Et donc, aussitôt qu'un individu est repéré comme étant en dessous d'une barrière, il est supprimé de la population, même si ici, son évolution ultérieure, à supposer qu'il ait été conservé, est représentée en pointillé en bleu. Et puis on peut faire la même chose avec un mouvement brownien branchant avec barrière linéaire. Donc ici, les choses se produisent en temps continu. Donc aussitôt qu'une trajectoire touche, disons, cette barrière, l'individu correspondant est éliminé, et donc son futur est en bleu. Voilà, donc ici, on a élimination ici, avec une petite accumulation à différents endroits. Bon, donc ça c'était pour illustrer donc, ces modèles de population discrète, soit avec population de taille n constante, soit avec sélection par une frontière linéaire. Et puis, donc, la star de l'exposé, en gros, l'équation de FKPP bruitée. Donc, je passe rapidement parce que ça a été bien dit et redit. Donc, ici, on aurait une version de l'équation de FKPP non bruitée, donc avec le terme d'évolution temporelle, le terme d'évolution spatiale par diffusion, le terme de réaction ici avec donc une croissance a priori linéaire et un terme de saturation qui fait qu'on a ici un terme qu'on appellerait logistique, plus un bruit qui serait alors, par exemple introduit sous la forme de un bruit blanc gaussien en espace-temps, donc un terme qui module l'intensité de ce bruit en rapport avec ce terme-là, donc ici racine carrée de u fois 1 moins u, et puis un petit paramètre, enfin epsilon, qui permet également de moduler cette intensité. Donc pour que, écrit comme ça, c'est vraiment un sens, on va avoir besoin que les solutions u soient contraintes à rester entre 0 et 1, sinon on peut définir différemment les choses. Alors, donc j'ai dit que W était un bruit blanc gaussien, donc simplement déjà donner un sens entièrement formalisé à ces équations, puisqu'il s'agit d'une équation dérivée partielle stochastique. On suppose un peu d'attirail technique, il faut disons, définir une notion correcte d'intégration stochastique dans les espaces qui vont bien pour disons, définir très précisément quel sens a cette équation, définir les notions d'existence de solutions, les notions d'unicité, etc. Donc ça, je ne parlerai pas du tout de cet aspect-là, mais c'est disons, un préliminaire avant de pouvoir discuter des propriétés précises des solutions. Voilà. Donc, après ça, c'était disons, le cas emblématique de cette équation. On peut aussi changer un peu les choses et envisager un peu plus de généralité avec un terme disons, de réaction qui serait différent, et puis une modulation également ici qui serait différente en faisant appel à une fonction de U et une autre fonction de U.
je ne fais pas de liste explicite, disons, des différentes variantes qui ont été considérées ici, mais il y en a. En gros, si f et sigma possèdent, disons, des propriétés génériques qu'on peut énoncer, alors, finalement, les résultats seront qualitativement au moins identiques à ce qu'on obtient dans ce cadre simple. On peut garder en tête simplement cet exemple-là. Voilà, alors juste encore une petite illustration qui n'est pas tout à fait une simulation vraiment de cette équation précédente, mais disons un modèle particulier qui correspond à cette équation de FKPP bruité. Donc là, ce qu'on voit simplement, c'est au cours du temps. Donc le temps, cette fois-ci, n'est plus représenté. Ici, l'axe ici est simplement l'axe des x. Et en ordonnée, on a la valeur de la solution de l'équation, et puis on a différentes instantanées à différentes dates, espacées régulièrement, donc t égale 2, 4, 6, 8, etc. Et ce qu'on voit, c'est un profil, disons, de solution. Donc là, on est parti avec... on ne voit pas le profil à date 0, j'aurais dû le rajouter. C'était vraiment quelque chose qui était complètement rectangulaire. Et au fur et à mesure que le temps avance, disons, le profil se déforme légèrement. On a un petit peu de bruit qu'on aperçoit ici ou là, par exemple, mais il est assez crédible au fond que l'évolution globale est quand même celle d'une onde progressive qui avance à vitesse régulière. Enfin, au moins, c'est ce qui semble apparaître au vu de ces profils. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais attaquer une liste relativement rapide et sans entrer dans les détails des travaux de physique théorique qui ont ensuite inspiré ou qui ont été la principale motivation pour les résultats mathématiques que je présenterai dans la partie suivante. Alors, voilà. Donc le début, c'est notamment 3 articles. Alors comme les auteurs sont ici, qui me corrigent s'il y a des inexactitudes, soit dans les citations, soit dans les commentaires qui vont avec, mais donc 3 articles publiés par Éric Brunet et Bernard Derrida, qui en gros traitent le début en gros de cette question. Alors c'est présenté, disons, comme un modèle de front, et un effet du bruit dessus, même si finalement la façon dont je présenterai les résultats aura davantage à voir avec les modèles particuliers qui figurent effectivement dans ces travaux. Donc en gros, si on adopte ce point de vue de modèle de type particulier, les résultats qui ont été rappelés tout à l'heure par Bernard Derrida dans le cours, donc pour un modèle disons, de branchement sélection qui n'est pas exactement le même que la n-marche aléatoire branchante, mais qui est, disons, analogue en un certain sens. En gros, le branchement est identique, mais les étapes de sélection, finalement, sont un petit peu différentes, mais il se trouve que ça n'a essentiellement pas vraiment d'impact, au moins en principe sur le résultat. Donc déjà, il existe une vitesse de déplacement de long terme non aléatoire pour la population, c'est-à-dire qu'après un temps t, eh bien, la position en gros de xt se trouve autour de t fois un certain nombre qui dépend de la taille de population. Après, la dispersion spatiale de la population est faible comparée à t, donc ça a bien un sens de parler de vitesse globale de déplacement. Et on a ce phénomène de convergence entre guillemets lente de Vn vers sa limite V infini, c'est-à-dire que finalement quand on a non pas entre guillemets un nombre infini d'individus, mais un nombre fini n d'individus, eh bien l'écart entre la vitesse limite V infini et Vn se comporte comme une certaine constante divisée par log n carré quand n est grand. Voilà. Donc, alors encore, j'écris un peu partout des constantes sans mettre les valeurs explicites. Je pense que toutes les constantes qui apparaissent ici sont en fait explicites avec des formules. Donc comme d'abord elles dépendent éventuellement de la normalisation avec des racines de 2 ou des 2 qui apparaissent, j'ai préféré mettre des c. Donc c c'est vraiment une constante générique dont la valeur peut changer d'un endroit à l'autre. Mais enfin, toutes les constantes qui apparaissent sont explicitement connues et reliées, disons, aux caractéristiques du modèle. Voilà, il n'y a pas de constante inconnue dont on saurait simplement qu'elle existe. Voilà, donc comme ça a été expliqué lors de la conclusion du cours, ce comportement 2 est finalement obtenu en comparant, disons, le modèle particulier avec n particules à une équation de type FKPP avec cutoff ou troncature. C'est comme ça que j'ai traduit en français troncature. Donc juste pour redire des choses qui ont été essentiellement énoncées tout à l'heure aussi, si on considère, disons, le profil empirique
associé à notre population de n particules, c'est-à-dire que si on regarde quelque chose qui serait, en gros, en fonction de x et de t, la proportion d'individus de la population dont la position est au-delà de x, voilà. Donc une première chose, c'est que quand la taille de la population tend vers l'infini à horizon de temps fixé, on a convergence de ce profil aléatoire vers un objet qui est non aléatoire et déterministe. Ici, je l'ai noté U infini de x et de t. Et ce profil limite U infini satisfait une équation, alors pour le coup discrète, puisqu'on est dans un cadre avec... alors l'espace peut être continu, mais en tout cas le temps est discret. On a vraiment des marches aléatoires qui se succèdent génération après génération. Et donc on obtient une équation d'évolution discrète, mais qui est analogue à finalement l'équation de FKPP non bruitée. Donc ce n'est pas exactement cette équation, hein, qui elle suppose que tout est continu, le temps, l'espace, mais c'est une équation de convolution, disons, qui ressemble à celle-là. Voilà. Et donc, comme ça a été expliqué tout à l'heure, l'effet, disons, de la taille finie de la population, ce qui fait que l'évolution de notre population n'obéit pas à une équation de type FKPP non bruitée, mais à quelque chose de différent, est réintroduit en ajoutant une troncature dans l'équation. Le terme, je l'ai mis ici. Donc on écrit la même équation, et puis quand U finalement est plus petit que epsilon, on le met à 0. C'est comme ça qu'on obtient le comportement du décalage de la vitesse écrit ici. Alors juste un point sur lequel je réinsiste, ce qui est un petit peu étonnant. Donc a priori, hein, si on cherche à écrire l'évolution de la population, on a une équation de type FKPP bruitée, le bruit provenant du fait que n n'est pas infini et que donc il y a des fluctuations autour de cette équation limite. En revanche, l'approche qui permet d'obtenir ce résultat consiste à ajouter une troncature déterministe dans l'équation. C'est-à-dire que simplement on coupe dès qu'on a une valeur qui est inférieure à epsilon et on remplace le terme correspondant dans l'équation par 0. Donc il n'y a plus d'aléa dans cette équation, même si, au fond, cette coupure est destinée à refléter le bruit qui se trouve dans l'équation d'évolution pour tenir compte du fait que la population est finie. Mais bon, donc, en faisant ce changement, hein, à l'échelle 1 sur n, on obtient, par les arguments donc, de linéarisation et de comparaison entre la solution linéarisée et l'endroit où elle doit atteindre 0 et l'endroit où elle atteint à peu près la valeur 1 sur n. Donc on obtient cette correction au premier ordre de la vitesse. Voilà. Alors la suite, enfin l'une des suites en tout cas, c'était des travaux qui sont quelques années après, avec des auteurs qui ont déjà été mentionnés tout à l'heure, qui décrit également l'échelle des fluctuations. Donc pas seulement d'ailleurs la constante de diffusion, mais aussi tous les cumulants suivants. Mais en gros, alors qu'est-ce qu'on obtient? J'ai refait une petite liste tirée de toujours ces travaux. Donc, alors, si on regarde, la première chose peut-être, avant même de parler des fluctuations, c'est le terme d'après dans la correction de la vitesse. Donc on a vu que la correction qui s'appliquait à la vitesse était, disons, d'ordre une certaine constante sur le n carré. Et le terme suivant, dans le développement, va être quelque chose de la forme, alors une autre constante, hein, qui est également tout à fait explicite avec des pi, des racines de 2, etc., va être en log log n, donc un double log, divisé par log n cube. Alors, a priori, bon, si ça s'arrêtait là, on pourrait se dire que on a gagné un terme dans l'ordre, on a quelque chose d'un peu plus précis. Ça peut paraître, disons, un gain minime par rapport à ce qui précède, mais en fait, on a une compréhension beaucoup plus précise de ce qui se passe, et le fait de pouvoir accrocher, disons, cette correction suppose en réalité de comprendre de manière beaucoup plus fine quelle est la façon dont évolue cette population de particules. Donc, si on se place vraiment à l'échelle des fluctuations, on obtient donc, ce qui serait la constante de diffusion caractérisée par le fait que, donc, à long terme, en gros, la position de la population, j'ai mis un n ici, c'est pas tout à fait, on peut l'écrire comme ça, mais c'était pas forcément... bon, peu importe, vous pouvez enlever ce n ou le laisser, c'est pas grave. En tout cas, on soustrait, disons, la position de la population, quelle que soit la façon dont on l'a définie, à la vitesse asymptotique fois t, on met ça au carré, on prend l'espérance, donc cette quantité se comporte comme, disons, une certaine constante fois t, et cette constante, qui dépend de la taille de la population, on est capable de comprendre son évolution. Donc il y a encore une autre constante, divisée par log n cube. Et surtout, il y a une description vraiment, alors, entre guillemets, phénoménologique
du comportement dynamique de la population, mais qui, pour résumer, en tout cas, ce que je comprends de la façon dont c'est décrit, on a d'abord une espèce d'état, disons, métastable de la population qui est décrit, ou qui peut être, dont l'évolution peut être comprise, en faisant appel à cette équation de FKPP tronquée. Donc en un sens, à une certaine échelle de temps, disons, où la plupart du temps, disons, la population évolue selon cette équation, et s'ajoute la partie aléatoire, qui sont des fluctuations sur une échelle temporelle qui est log n cube, qui est responsable du log n cube qui apparaît ici, responsable du log n cube qui apparaît ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces fluctuations? Ça veut dire qu'au fond, à cette échelle de temps, on voit apparaître, disons, des particules individuelles dont la position dépasse suffisamment l'ensemble des autres pour avoir un impact global sur l'évolution future du nuage. Une particule qui se trouve en haut, qui se trouve plus haut, un peu détachée par rapport au reste de la population, elle va se multiplier de manière exponentielle, en gros, et si elle est suffisamment haute, même si on part d'une population grande, de taille n, eh bien, elle va finir par avoir un impact à elle toute seule, qui ne sera pas négligeable via sa descendance sur la position globale du nuage. Donc en tout cas, une description phénoménologique, là encore, hein, c'est-à-dire avec des échelles qui sont explicitées, mais pas forcément de contrôle complet des termes d'erreur, mais une vision intuitive, en tout cas claire et finalement valide, de la façon dont la population évolue, puisque tout ceci a été aussi confronté à des simulations numériques, et ensuite, dans la partie suivante, comme on le verra, à des preuves mathématiques. Alors, d'autres choses qui sont encore des développements au-delà de ces travaux. Donc, une chose qui apparemment fera l'objet du cours suivant, hein, qui est l'effet de la sélection sur les généalogies des systèmes de particules qui sont donnés. C'est-à-dire qu'autant une équation de type FKPP, bon, c'est une équation qui décrit l'évolution de quantité, autant quand on a donc, des modèles particulières avec des individus, on a une notion claire de généalogie, on peut étudier quelle est la généalogie de ces modèles et quel est l'impact d'avoir une sélection dessus. Et puis, apparaît également aussi donc, deux types de modèles exactement solubles, c'est-à-dire pour lesquels on est capable vraiment de faire des calculs finalement explicites de leur comportement, qui ont le gros avantage de pouvoir tester la validité des arguments employés autrement et de la vérifier sur des situations où on peut faire exactement le calcul. Donc juste pour faire un petit dessin illustrant ce qu'on entend par généalogie ici, les généalogies, on va les voir en remontant dans le passé. Donc ici, on aurait par exemple un certain sous-ensemble d'individus de la population à la date t, et puis ce qu'on fait, c'est qu'on remonte dans le passé, par ici, et en gros, donc, ce qu'on voit ici, c'est que quand deux individus vont se retrouver avec un ancêtre commun, ou pour la première fois avec un ancêtre commun, disons à la date correspondante, eh ben, on va joindre les deux. Donc on obtient comme ça un processus, disons, qu'on appelle un processus de coalescence, qui reflète le fait qu'en remontant de plus en plus loin dans le passé, eh bien, disons, les individus de la population à la date t sont les descendants d'un nombre de plus en plus restreint d'individus dans les populations passées, jusqu'à arriver à la fin, à l'étape où toute la population descendra en fait d'un seul individu. Voilà. Donc, alors, là, plus exactement, on a pris en fait un sous-ensemble de la population dont on a tracé la généalogie dans le passé. Donc du coup, qu'en est-il dans les modèles de branchement-sélection, alors que ce soit des NBBM ou des N marches aléatoires branchantes? Eh bien, donc, à la fois des simulations numériques et puis des arguments qui sont basés sur la compréhension phénoménologique obtenue avant, suggèrent deux choses. Donc d'une part, l'échelle de temps sur laquelle devrait se produire la coalescence, c'est en gros log n cube, c'est-à-dire que les phénomènes de ce type d'apparition, de fusion, disons, des lignées via des ancêtres communs vont se produire sur une échelle de temps qui est log n cube. Et puis, on est capable de décrire l'objet limite qui caractérise cette structure de coalescence, et la prédiction est qu'il s'agit d'un coalescent dit de Bolthausen-Sittmann, et non pas, comme illustré ici, un coalescent plus classique, disons de type Kingman, qu'on trouverait dans des populations qui évoluent de manière neutre. Ça, ce sera sûrement développé dans les cours qui suivront, donc je n'insiste pas beaucoup plus, mais c'est une prédiction disons, très frappante qui indique que la généalogie qu'on observe dans ces modèles avec sélection est radicalement différente de la généalogie qu'on obtiendrait dans un modèle sans sélection. Donc juste,
il y a en fait deux modèles exactement solubles qui figurent dans les travaux précédents. J'en mentionne un parce que c'est celui qui est vraiment le modèle qui se rattache le plus directement à la n marche aléatoire. En fait, on effectue une n marche aléatoire branchante dans laquelle donc, on n'a pas un branchement qui n'est pas binaire, mais au contraire un branchement un peu particulier dans lequel chaque individu va brancher en une infinité d'autres individus. Et pour le coup, si on examine le processus des décalages appliqués à la position du parent pour obtenir les positions des enfants, eh bien, dans ce modèle en tout cas, on considère un processus de Poisson ponctuel dont l'intensité est une exponentielle négative. Voilà, ce qui fait que chaque individu aura une infinité de descendants, mais le modèle reste quand même bien défini parce qu'en gros, cette infinité va s'accumuler vers des positions basses qui finalement n'auront pas d'impact sur la sélection. Donc on conserve la définition de on garde toujours les n meilleurs, et ça a bien un sens, puisque avec cette exponentielle négative, on n'a pas d'accumulation d'individus vers des grandes valeurs. Voilà. Alors il se trouve que donc, ce modèle a l'énorme avantage d'être exactement soluble, pour des raisons qui tiennent à sa structure particulière. On peut vraiment comprendre essentiellement tout de ce modèle sans faire d'approximation. En revanche, alors son comportement n'est pas générique parmi les n marches aléatoires branchantes, ce qui veut dire que malheureusement, alors on peut raccorder en un certain sens disons, son évolution aux propriétés qui sont souhaitées, attendues pour les modèles de n marches aléatoires branchantes génériques, mais il ne figure pas, disons, dans la liste des modèles pour lesquels ces prédictions devraient s'appliquer exactement. Il faut quand même expliquer comment on rattache les propriétés qu'on peut calculer exactement pour ce modèle aux propriétés attendues. Voilà. Alors, donc, là encore, ceci a été aussi évoqué dans le cours. Je ne l'avais pas encore mentionné ici. Donc, il y a aussi plusieurs travaux qui portent sur donc, le modèle avec mur, ou disons avec barrière linéaire, dans lequel on cherche à comprendre ce qui se passe pour ce modèle de branchement avec barrière linéaire lorsqu'on est proche, disons, de la pente critique. Donc, je ne résumerai pas tout, et en particulier, c'est un choix peut-être critiquable que j'ai fait, mais je n'ai pas inclus les choses sur le régime quasi-stationnaire. Donc si j'avais su, finalement, j'en aurais mis, mais ce sera un point aveugle de l'exposé, je suis désolé. Mais du coup, on a au moins une première chose sur le comportement de la probabilité de survie. C'est-à-dire que donc, si on considère, donc là, alors ici la notation que j'ai prise c'est ρ indice V, donc la probabilité de survie pour une marche aléatoire branchante tuée au-dessous d'une barrière linéaire. Donc ça, c'est sa probabilité de survie jusqu'à la date t, et lorsque on part d'un seul individu situé à une position y, eh bien, on a une description qui est celle qu'avait écrite Bernard Derrida tout à l'heure au tableau, du comportement asymptotique, disons, de cette quantité, lorsque la vitesse de la frontière linéaire se rapproche par valeur inférieure de la vitesse critique. Voilà. Donc V, la vitesse critique, c'est en gros la valeur minimale de la pente pour laquelle on aura une probabilité de survie qui sera toujours égale à 0. Et les résultats, finalement, sont obtenus en analysant l'équation de type FKPP vérifiée par ρV. Donc, disons, peut-être en un certain sens, c'est pas la même équation, ou c'est peut-être pas la même raison pour laquelle il y a une équation de FKPP d'un côté ou l'autre. C'est-à-dire que dans les cas précédents, l'équation de FKPP apparaît en quelque sorte à la limite. Quand on prend une grande population, on obtient une équation déterministe qui ressemble ou qui se rattache à une équation de FKPP. Ici, bon, c'est en quelque sorte une raison duale pour laquelle on a une équation de FKPP qui est satisfaite par cette probabilité de survie. Mais dans tous les cas, on a une équation du même type qui peut se traiter avec le même type d'argument pour obtenir et produire des résultats. Voilà, donc là j'ai fait une liste, alors certes limitative, mais en tout cas une liste des travaux de physique théorique qui sont en quelque sorte la motivation principale et la base, ou l'une des bases essentielles, disons, des résultats mathématiques qui suivent. Alors juste pour contraster un tout petit peu, donc la différence entre ce que je vais mentionner maintenant et ce que j'ai mentionné ici, ça tient au type, disons, au type d'argument avancé. C'est-à-dire que du coup, du côté mathématique, on aura vraiment des preuves qui
repose simplement sur un enchaînement intégralement logique à partir d'axiomes. Donc on ne se permettra pas, par exemple, de faire des approximations sans contrôler complètement les termes d'erreur ou de supposer, par exemple, que telle quantité est sur tel ordre de grandeur, ce qui est très plausible, mais ce qu'on n'arrive pas forcément à établir à partir de premiers principes, ou on ne pose pas, par exemple, que la solution de l'équation a telle ou telle forme a priori. On doit vraiment le déduire à partir simplement des axiomes mis au départ. Voilà. Donc, c'est une différence dans le type de compréhension qu'on cherche à obtenir. Voilà. Alors, j'ai essayé de respecter grossièrement un ordre chronologique. Ça vaut ce que ça vaut. Je n'arriverai pas toujours à le tenir, mais on suit approximativement un ordre chronologique dans les résultats, au moins quand ils sont sortis, parce qu'ils ne sont pas toujours publiés avec les mêmes enfin, l'ordre de publication ne respecte pas forcément l'ordre, disons, d'apparition des résultats dans la communauté. Voilà. Donc en tout cas, une première chose qui a été établie, alors pour le coup avec des arguments complètement satisfaisants pour les mathématiciens, c'est l'analyse de l'équation de FKPP avec troncature. C'est-à-dire quand on introduit une troncature de type epsilon dedans, est-ce que, oui ou non, on peut comprendre la vitesse de déplacement des fronts dedans? Donc la réponse est oui. Donc dans les travaux indiqués auparavant, on peut considérer des équations de type FKPP avec troncature comme ceci, avec une fonction de u qui a le droit par exemple d'être u fois 1 moins u carré, alors pas forcément u fois 1 moins u dans les premières versions de ces travaux, et une troncature qui peut être soit dure comme celle-ci, soit un petit peu plus douce. Bon, en tout cas, grosso modo, pour une catégorie d'équations de type FKPP avec troncature, on arrive effectivement, en analysant en gros, les équations différentielles correspondantes, au fait que la vitesse minimale d'une solution de cette équation en onde progressive va se comporter comme prévu, c'est-à-dire sous forme, enfin, l'écart entre la vitesse qu'on obtiendrait en l'absence de troncature et de la vitesse qu'on obtient avec une troncature de niveau epsilon, lorsque la troncature tend vers 0, se comporte comme une constante divisée par le log de epsilon au carré. Voilà. Alors, pour le coup, là encore, plus ou moins par ordre chronologique, les travaux suivants que je vais citer sont des travaux qui ont déjà été mentionnés tout à l'heure dans le cours, qui traitent alors, de l'équation de FKPP bruitée, donc avec vraiment un bruit blanc gaussien, et qui établissent complètement et en toute rigueur mathématique, disons, le comportement qui a été prédit sur la base de cette analyse d'équations avec troncature. Donc en gros, le résultat s'énonce comme ceci. Donc on écrit l'équation de FKPP correspondante. Donc cette fois-ci, on a le droit de mettre par exemple f de u égale u fois 1 moins u, et on a le droit de mettre sigma de u égale racine de u fois 1 moins u, ainsi que disons, des variantes de ces fonctions qui conservent qualitativement les mêmes propriétés. Alors déjà, une première chose, c'est qu'il existe effectivement pour des valeurs de epsilon données, fixées, une vitesse limite de déplacement qui n'est pas aléatoire. C'est-à-dire qu'on regardera par exemple, pour définir ceci, la borne, alors ici c'est la borne à droite, disons, du support de u, c'est-à-dire la valeur maximale d'un x pour lequel u de xt est encore positif, et bien normalisé par t, quand t tend vers plus l'infini, cette quantité-là converge effectivement vers une limite qui est non aléatoire. Donc même s'il y a un bruit aléatoire dans l'équation, la limite qu'on obtient ici est vraiment une constante. Et cette constante, pour le coup v epsilon, vérifie bien que son écart par rapport à la vitesse de l'équation de FKPP sans bruit se comporte effectivement comme ceci. Alors, je ne vais peut-être pas assez insister tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment très surprenant a priori, le fait qu'on arrive à disons, mesurer ou à comprendre l'effet de ce qu'il y a un bruit aléatoire simplement en introduisant une troncature déterministe. Voilà. Le côté aléatoire, entre guillemets, disons, du bruit est quelque chose qui, finalement, n'a pas tant que ça d'impact sur la conclusion qu'on tire après. Alors, du point de vue des méthodes de preuve qui ont été développées pour arriver à ce résultat-là, justement, il s'agit de fabriquer, en quelque sorte, des solutions, alors, non pas de l'équation, disons, de FKPP, mais de variantes bien choisies de l'équation de FKPP, des solutions pour le coup déterministes, qu'on est capable ensuite de comparer, grâce aux propriétés notamment de monotonie de l'équation, avec le comportement de cette équation avec bruit. Donc on retrouve en quelque sorte le fait que, au fond, la façon dont on parvient
à prouver ce résultat, c'est quelque part en fabriquant des solutions à base d'équations linéarisées et en parvenant à les comparer avec l'équation avec bruit. Donc c'est aussi une illustration mathématique du fait que le côté bruit n'apparaît pas tant que ça et qu'on est capable de se raccrocher à des comparaisons avec des équations entièrement déterministes, des équations différentielles ou dérivées partielles selon la manière dont on les écrit, avec un paramètre bien choisi pour obtenir ce résultat. Voilà. Alors, d'autres résultats, là encore en ordre plus ou moins chronologique. Donc, cette fois, il s'agit donc d'un résultat sur le comportement asymptotique de la probabilité de survie d'une marche aléatoire avec barrière linéaire. Voilà, presque critique. Donc, même si ce sont les résultats que j'ai cités à la fin dans la revue de littérature en physique théorique, il s'agit plutôt de résultats prouvés un peu plus au début de cette histoire du point de vue des travaux mathématiques. Alors, quel est le résultat pour l'énoncer avec toutes ces hypothèses? Donc, on suppose qu'on a une marche aléatoire branchante. Pour le coup, il n'y a pas de n. C'est une marche aléatoire branchante pour l'instant tout court, dont les étapes de branchement sont données par un processus ponctuel et général. Donc, on suppose que, en moyenne, le nombre de descendants est strictement plus grand que 1. Ça, c'est une hypothèse naturelle. Il faut quand même que laisser à son état naturel la population croisse. Donc en gros, pour que le processus de branchement associé soit dit surcritique en jargon. Donc on suppose au moins ceci. Et puis une hypothèse de moment, c'est-à-dire qu'il faut que l'espérance de m à une puissance un petit peu plus grande que 1 soit finie pour que ce qui suit fonctionne. Alors on a également une hypothèse, disons, de moment exponentiel en quelque sorte sur les déplacements, c'est-à-dire que la fonction qu'on obtient en prenant l'espérance des exponentielles de lambda fois les déplacements doit être, pour lambda voisin de 0, lambda positif et négatif, doit donner un nombre fini. Plus une hypothèse de régularité, disons, qui suppose qu'on a un certain lambda étoile qui doit être, alors je n'ai pas rajouté, j'aurais dû, à l'intérieur du domaine dans lequel est défini ce psi de lambda, qui est relié à la dérivée par une équation qui peut paraître un petit peu mystérieuse comme ça, mais qui se comprend ensuite quand on reformule disons, la stratégie de preuve employée. Quoi qu'il en soit, donc le résultat qu'on obtient à la fin est un comportement asymptotique au premier ordre, en quelque sorte, pour le logarithme. C'est-à-dire que si on prend le logarithme, disons, de la probabilité de survie indéfinie, donc la probabilité de survivre pour toujours, en quelque sorte, eh bien, il se comporte comme attendu lorsque la vitesse se rapproche de plus en plus de la vitesse critique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en une constante divisée par la racine carrée de l'écart entre v et la valeur critique. Ça doit être d'ailleurs, je pense que c'est plutôt vc moins v, parce que là le signe n'est pas dans le bon sens. C'est vc moins v, il y a un signe à changer. Voilà, alors ensuite, donc, finalement, ce résultat a été une étape, en tout cas assez importante, pour arriver à prouver entièrement, disons, le comportement de la correction au premier ordre de la vitesse pour la n marche aléatoire branchante. Voilà, donc, alors pour énoncer là encore le résultat, alors, le modèle a été obtenu un peu pour simplement simplifier le travail avec un branchement qui est simplement binaire. Donc, ce que j'ai réécrit ici, ce sont simplement des hypothèses techniques qui ne font que refléter les hypothèses des travaux précédents pour pouvoir les appliquer à ce cas. En gros, on suppose qu'on a une sorte de moment exponentiel pour les déplacements et l'existence, disons, d'un nombre à l'intérieur du domaine de définition, disons, de la fonction psi qui satisfait cette équation. Donc, du coup, sous ces hypothèses de régularité, il existe effectivement une vitesse de déplacement limite non aléatoire, et elle vérifie la prédiction attendue. Alors là encore, je suis désolé, c'est un n tend vers plus l'infini et pas un epsilon tend vers 0. Donc elle vérifie le fait que l'écart entre v infini, qui serait donc la vitesse en population infinie, ou la limite de la vitesse quand n tend vers plus l'infini, et vn se comporte comme une constante divisée par le carré du log de la population. Voilà. Alors, je vais pas parler de la stratégie de preuve employée dans les travaux précédents pour analyser la probabilité de survie de la marche aléatoire avec barrière linéaire. Donc, en tout cas,
ce résultat-là s'appuie vraiment entièrement, on peut dire, sur le comportement asymptotique précédent de la probabilité de survie de la marche aléatoire branchante tuée en dessous d'une barrière linéaire. Donc du coup, ces travaux utilisaient alors une approche, je dirais, entièrement probabiliste, traditionnelle en quelque sorte, avec des outils et des techniques de processus de branchement dans lesquels on calcule des moments d'ordre 1 et 2 avec des troncatures, plus une analyse fine, disons, de la probabilité de confinement d'une marche aléatoire dans une forme, disons, atypique. Donc en gros, en combinant à la fois donc, des techniques classiques, disons, de processus de branchement utilisés à bon escient, et, enfin techniques devenues classiques à bon escient, et en faisant une analyse fine de la manière de confiner, disons, une trajectoire de marche aléatoire dans une zone un peu étroite, en tout cas atypiquement étroite par rapport à son comportement normal, on arrive à ce comportement asymptotique. Ça sont les travaux précédents. Et puis ensuite, on arrive à extraire et à faire sortir cette correction de la vitesse pour la n marche aléatoire à partir de ça. Donc ça laisse ouverte la question de savoir s'il y a moyen, disons, de reprouver ce résultat sur la correction de la vitesse en employant une approche qui soit au moins un petit peu plus proche de l'argument analysant une équation de FKPP qui était à l'origine la façon dont ça avait été obtenu. Donc la réponse est en un sens oui, c'est-à-dire qu'on peut retrouver finalement sous une forme analogue le comportement de la probabilité de survie lorsqu'on a une pente presque critique, en étudiant finalement l'équation discrète, disons, de type FKPP, qui est satisfaite par cette probabilité de survie. Donc on peut retrouver par une méthode en quelque sorte plus analytique, analogue à l'approche, disons, de départ, qui consiste à, disons, analyser une équation linéarisée, fabriquer, alors pas des vraies solutions, mais disons des espèces de solutions, des choses qu'on peut comparer aux vraies solutions de l'équation. Voilà, donc on obtient de cette manière-là, en combinant ces résultats, une preuve relativement dans l'esprit, disons, de l'utilisation de l'équation de FKPP, sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait par un détour. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, disons, une approximation particulière et puis un bruit qu'on est capable de gérer, on passe par un détour qui consiste à travailler avec cette équation de FKPP pour une probabilité de survie qui est en quelque sorte une équation sur un objet dual, et pas directement sur l'objet qu'on aurait souhaité analyser. Donc voilà. Alors, donc ensuite, donc là encore un petit peu chronologiquement, je vais mentionner des travaux donc, qui sont formulés en termes de généalogie, mais qui ne font pas que ça, donc qui consistent à analyser à l'échelle suivante, c'est-à-dire de manière beaucoup plus précise, à l'échelle vraiment des fluctuations, la généalogie et la population du mouvement brownien branchant avec une barrière linéaire presque critique. Alors de quoi s'agit-il? Donc là, je vais lire un petit peu plus les détails sur la diapo qui est un petit peu plus fournie que tout à l'heure. Donc on considère cette fois-ci un modèle BBM, donc un mouvement brownien branchant. Alors cette fois-ci, le taux de branchement c'est 1, ça pourra varier éventuellement selon les cas, mais si on prend un taux de branchement égal à 1, ça veut dire que la vitesse critique va être 1 sur racine de 2. Et on définit une échelle, alors qui est pour le coup, en gros, 1 sur racine de 2 fois log n, plus une correction, qui est en 3 log n, et on lui associe une vitesse, disons, de barrière linéaire qui va être obtenue comme racine de 2 moins pi carré sur ln carré. Donc quand n est grand, en grande population, on a essentiellement racine de 2. Après, à l'ordre suivant, on a une correction qui correspond à la correction au premier ordre de la vitesse qui était écrite tout à l'heure, plus un terme qui va venir ici et qui est vraiment crucial dans l'analyse de ce modèle. Voilà. Donc du coup, alors, quelques notations. Donc on notera xt1, xt2, etc., xt, mn de t, la population à la date t, donc c'est pas du nbbm, c'est du bbm avec barrière linéaire de pente mu n. Donc ici, mn est quelque chose qui peut varier, puisque comme on tue les particules qui descendent en dessous d'une barrière linéaire, on va avoir une population aléatoire qui peut grandir, ne pas grandir, ou en tout cas, et même s'éteindre éventuellement, même si ici on a choisi justement une échelle qui assure en quelque sorte que la population reste sur une même échelle. En tout cas, on se rappelle que la taille de la population à la date t ici, c'est vraiment quelque chose qui est une variable aléatoire
qu'on appelle Mn de t. Et puis, donc, on introduit deux quantités, alors ici écrites avec t égale 0, mais qui font sens également pour d'autres dates, qui consistent en quelque sorte à mesurer, disons d'une certaine manière, la taille de la population d'une manière différente, qui ne consiste pas simplement à compter combien il y a d'individus, mais à leur associer d'autres quantités liées à leur position. Donc ça permet de formuler précisément les hypothèses qui suivent. Donc en gros, ce qu'on va supposer, c'est qu'à la date 0, la quantité Zn, qui est une certaine mesure, j'en dirai un petit mot après, de la taille de la population en quelque sorte, se comporte de manière régulière sur une échelle qui est n log n carré, et que donc, dans la limite où n tend vers l'infini, cette quantité-là converge en loi vers une certaine loi nue, non dégénérée sur les réels positifs. Et on suppose aussi que le yn qui est ici, eh bien, une fois normalisé par n log n au cube, converge. C'est un moyen d'assurer, disons, que la condition initiale est en quelque sorte sympathique et compatible avec l'évolution qui suit. Donc ce qu'on obtient, une fois qu'on a fait ces hypothèses en quelque sorte de régularité asymptotique de la condition initiale, c'est que eh bien, la population totale de notre mouvement brownien branchant tué en dessous d'une barrière linéaire, vue sur une échelle temporelle qui est log n au cube, donc on va regarder la population après un certain nombre réel t fois log n au cube, normalisée par ce qui est en gros la taille de la population, l'échelle de taille de population introduite ici, bon, avec un facteur de pi qui est là pour faire un énoncé disons, plus commode. On peut oublier la constante. Ce qui est important, c'est vraiment que, en gros, l'ordre de grandeur de la population sur l'échelle de temps qu'on considère, c'est n. Et bien, donc, cet objet-là, donc, on peut voir comme un processus évoluant dans le temps, indexé par le nombre réel t, va converger au sens des marginales de dimension finie vers un autre processus stochastique, alors qui est bien caractérisé et bien défini. Alors je ne vais pas pouvoir, disons, détailler la façon dont on définit ce processus. En gros, il s'agit d'une généralisation avec un espace continu de ce que sont les processus de branchement usuels. Donc, les processus de branchement usuels de type Galton-Watson ou autres travaillent avec une population discrète et chaque individu a un certain nombre discret de descendants. Après, disons, plusieurs passages à la limite, on peut définir une notion générale de processus de branchement à espace d'état continu, ou continuous state branching process ici. Et donc, ce qu'on obtient, c'est que le processus qui suit au cours du temps la population de notre mouvement brownien branchant tué en dessous d'une certaine barrière linéaire, eh bien, converge en tant que processus aléatoire, en tout cas pour ce qui est des marginales de dimension finie, vers cet objet qui est donc, un processus de branchement espace d'état continu, mais pas n'importe lequel. Donc, il est issu initialement, ça c'est automatique, de la loi nue, et surtout, son mécanisme, disons, le mécanisme qui décrit en quelque sorte le branchement, est explicitement connu, et puis on peut l'écrire, disons, comme donc, une certaine partie que je ne vais pas commenter, et puis une intégrale ici, qui rappelle la façon dont on caractérise les processus de Lévy, et ce n'est pas un hasard, avec ici une mesure de saut qui serait en 1 sur x au carré. Voilà. Donc en tout cas, on obtient vraiment une caractérisation essentiellement via un objet limite explicite du comportement aléatoire de la taille de la population sur l'échelle de temps qui est celle prédite par les travaux cités auparavant en physique théorique, qui est log n cube. Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors, donc je sais pas, il faut que je surveille un petit peu le temps quand même. Il reste encore 10 minutes, donc je passe un peu. J'en dis pas plus sur les méthodes de preuve, qui sont encore en gros une combinaison de preuves classiques de méthodes de branchement avec donc, calcul de moment d'ordre 1, 2, troncature, et puis d'analyse après beaucoup plus fine, disons, de ces événements en quelque sorte aléatoires qui vont avoir un impact global sur la population. Disons, il a fallu vraiment pour arriver là, arriver à donner un sens et du corps mathématique complet à cette description phénoménologique qui avait été proposée, ce qui est possible et ce qui demande pas mal de transpiration aux auteurs. Voilà. Alors ensuite, une autre chose qu'on obtient, toujours sur ce modèle de mouvement brownien branchant
avec barrière linéaire presque critique, c'est une description asymptotique de la généalogie. C'est-à-dire qu'en gros, donc si on remonte dans le passé la généalogie de ce processus, alors formellement, la généalogie, ou le processus, disons, généalogique, à la date S, c'est quelque chose qu'on définit en disant qu'on l'encode par une partition dans laquelle deux individus, en quelque sorte numérotés I et J, vont faire partie du même bloc de la partition lorsqu'ils ont un ancêtre commun, alors à la date, alors en remontant, disons, d'un temps S, ou pas tout à fait S, mais S normalisé, dans le passé. Voilà, donc en gros, si on regarde ce processus qui décrit la coalescence, c'est-à-dire la façon dont, disons, un nombre fini d'individus pris au hasard dans la population de départ, eh bien, a progressivement des ancêtres communs qui apparaissent, on tombe sur une structure coalescente qui est explicitement connue et qui est exactement celle qui était identifiée dans les travaux de physique théorique cités auparavant, qui est le coalescent de Bolthausen-Sneedman. Donc là, j'ai remis juste très rapidement la définition. Donc ce coalescent, en fait, revient à spécifier, en quelque sorte, les taux auxquels, disons, des blocs distincts fusionnent. Bon, donc on a une description explicite ici, en termes de fonction bêta, sur ce que sont les taux, disons, de fusion des blocs dans le coalescent de Bolthausen et Sneedman. Alors, donc, une conséquence encore de ces travaux, qui n'est pas directement sur les NBBM, mais toujours sur le mouvement brownien branchant presque critique, c'est alors justement de donner accès à une description plus fine de la probabilité de survie. Donc j'écris juste le résultat ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement lorsque on regarde une marche aléatoire branchante presque critique, avec une barrière linéaire presque critique, et bien on obtient cette fois-ci, donc non plus un équivalent du log de cette quantité-là, mais vraiment un équivalent tout court. Donc on a quelque chose qui est vraiment décrit à une échelle beaucoup plus fine de cette quantité, avec, disons, une forme qui est celle qui avait été également identifiée dans les travaux donc de Bernard Derrida et Damien Simon cités auparavant. En gros, on a une échelle caractéristique qui apparaît, et pour peu qu'on se place correctement sur cette échelle caractéristique, on a vraiment une expression essentiellement explicite du comportement de la probabilité de survie en fonction de la position initiale. On a plus de choses, on a aussi une description de ce qui se passe quand on ne met pas forcément l'infini ici. On a aussi, au-delà, dans d'autres travaux, une description du régime quasi stationnaire, etc. Alors juste une remarque technique, c'est-à-dire que ce résultat-là, donc dans les travaux que j'ai cités, dans les premiers ici, ne sont pas du tout obtenus par finalement une étude analytique de l'équation de type FKPP sous-jacente. C'est vraiment obtenu en, disons, poursuivant les techniques qui ont été obtenues dans l'article précédent, qui vraiment contrôle finement la façon dont la population évolue et dont elle est impactée par des individus qui se trouvent haut sur une certaine échelle. Alors, il y a une autre approche encore qui donne des résultats du même type, et qui est une approche encore différente, alors à coup plutôt, disons, de martingale et d'épines dorsales, et enfin, je n'ai pas le temps de détailler comment ce genre de choses fonctionne, mais finalement, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment eu de travaux qui ont entièrement utilisé la machine analytique sur cette équation de FKPP pour disons, traduire de manière totalement mathématique ces prédictions. Voilà. Alors, donc, je continue rapidement. Alors, une chose qu'il faut absolument que je cite, ça consiste vraiment à étudier la n marche aléatoire branchante, ou plutôt le n mouvement brownien branchant, sur l'échelle des fluctuations. Donc, en gros, le résultat, on va le lire relativement rapidement. Donc, il consiste à aller au-delà de la correction au premier ordre de la vitesse qui avait été obtenue. Donc, ça suppose, disons, de partir avec une condition initiale dans cette travaux qui est, alors pour le coup, déjà très régulière. C'est-à-dire qu'on va supposer que la condition initiale de notre n mouvement brownien branchant part directement selon une certaine densité, en tirant n variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées selon cette forme, donc qui correspond en quelque sorte à la distribution métastable qui avait été identifiée auparavant sur une échelle spatiale qui correspond là encore à celle de tout à l'heure, donc avec un log n plus ce 3 log n qui a une bonne raison d'être, disons, dans ce cadre.
Ensuite, le résultat auquel on parvient, c'est un résultat qui décrit, alors, bon, disons, prenons alpha égale 1,5, donc en gros on regarde la médiane de la position de notre nuage de n particules. Ici on est sur un n BBM, donc on a n particules, on peut regarder la médiane de ce nuage, sur une échelle temporelle de log n cube, et ce qu'on obtient, c'est que donc, si on soustrait à donc, cette médiane, qui est une manière d'encoder la position du nuage, eh bien, mu(n), qui est en quelque sorte la vitesse, ou le candidat avec la vitesse asymptotique de déplacement fois t, donc on regarde une échelle de fluctuation par rapport à la vitesse linéaire qui est ici, on tombe sur, là encore, un objet aléatoire, bien identifié, qui est, donc à un décalage près que je ne commande pas, un processus de Lévy, dont la mesure de saut est entièrement explicite, et qui s'obtient à partir, disons, de la mesure de saut du processus de branchement continu précédent, en appliquant une transformation en log, qui se comprend, disons, pour le coup assez intuitivement, en analysant l'impact, disons, un saut sur le processus de branchement qui va en quelque sorte provoquer sur une échelle log n cube un décalage de la population. Voilà, je ne vais pas insister plus là-dessus. Alors, c'était encore d'autres choses qui ont été obtenues. Donc, sur un modèle alternatif qui était le LBBM, c'est-à-dire qu'au lieu de conserver une taille constante de population, on décide, c'est l'analogie du Tour de France, d'avoir une voiture balai avec une distance L quand on est écarté, ont été obtenus ici et validés donc, la prédiction sur le comportement au premier ordre, disons la correction au premier ordre de la vitesse, c'est-à-dire qu'ici, si on regarde l'écart entre la vitesse limite, qui est celle de la marche aléatoire sans sélection, et celle du LBBM, on trouve encore une correction en C sur L carré, avec donc, une manière de rattacher ceci à ce qu'on obtiendrait avec le NBBM, pour un NBBM dont alors qu'est-ce que j'ai mis de population n, on a une notion de taille du nuage, et finalement, même si mathématiquement on n'obtient pas du tout les choses de la même façon, on peut raccorder les deux. Voilà, donc j'essaie d'aller un petit peu plus vite. Bon, ça, je passe assez rapidement. Il s'agit de régimes différents pour la marche aléatoire branchante. C'est-à-dire que là, ce qui avait été décrit auparavant, c'était le cas principal, en quelque sorte, où on a, disons, une vraie équation de FKPP sous-jacente, avec donc, des hypothèses de moment exponentiel et de régularité. Plusieurs cas ont été analysés mathématiquement, disons, et qui correspondent à des équations, ou qui correspondraient à des équations différentes ou à d'autres échelles, bon, pour lesquelles on obtient des résultats. Je ne commande pas plus en détail. On peut voir ce qui se passe, par exemple, lorsque, au lieu d'avoir des queues exponentielles pour déplacement, on a des queues dites lourdes, avec des décroissances lentes de la fonction de survie, ou encore des cas qui en quelque sorte correspondent à ce qui se passe à la frontière de la condition de régularité qui avait été proposée auparavant. Alors, j'ai encore combien de temps? 5 minutes? Ça 5 au moins, bon, ok. Donc je conclue juste par quelques commentaires. Donc on a aussi des résultats du côté des modèles exactement solubles qui avaient été proposés. C'est-à-dire que d'une part, donc on peut à la fois donc, étendre un peu les modèles exactement solubles qui ont été vus auparavant et, dans certains cas, préciser, raffiner, disons, les calculs qui sont faits avant. Voilà, donc ça, je passe encore rapidement là-dessus. C'est encore des modèles alternatifs, soit des modèles qui étaient donc exactement solubles quand on mettait une loi de Gumbel, mais qui ne deviennent plus exactement solubles quand on cherche à les perturber, pour lesquels, là encore, on a obtenu des résultats. On peut aussi obtenir des résultats sur des questions différentes, des questions de grande déviation, donc de comportements atypiques. Là, jusqu'à présent, tout avait porté sur les comportements typiques des NBBM ou des objets voisins. On peut aussi caractériser en partie, en tout cas, ce qui se passe pour des comportements atypiques, dans lesquels, par exemple, la vitesse serait beaucoup plus grande que la vitesse à laquelle on s'attendrait normalement à voir le modèle évoluer. Voilà. Et une dernière chose, et je conclurai là-dessus, on a aussi des travaux plus récents qui s'attachent à caractériser le comportement, alors entre guillemets, hydrodynamique de ces modèles. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de partir sur n fixé
t tend vers l'infini, et puis essayer de comprendre les propriétés limites lorsque n tend vers l'infini, on essaie plutôt de comprendre les choses dans l'autre ordre, c'est-à-dire de passer en population infinie à horizon de temps fixé. On obtient des objets, disons, qui sont bien caractérisés et qui sont intéressants, et notamment qui permettent de reformuler leur évolution en termes d'équations de type FKPP, mais avec une frontière libre. Voilà. C'est l'équation qui est écrite ici, et je pense que ça fait en gros le tour d'horizon des résultats mathématiques autour de cette base, disons, en physique théorique qui avait été développée. Voilà, donc je n'ai pas parlé de toutes sortes de choses qui étaient fort intéressantes, que je liste simplement ici. Voilà, et voilà, il y a une liste ensuite des travaux cités qui se trouvent ici. Voilà, je vous remercie de votre attention.